Bonsoir chers compatriotes et merci de nous accueillir dans vos foyers. Je suis Ilunga et nous voici réunis pour l'édition du dimanche 4 janvier 2026 d'Inside News RDC. Nous clôturons ensemble la première semaine de cette nouvelle année, une semaine qui a déjà projeté sur le monde et sur notre nation une lumière crue, lourde de sens et d'interrogation. Ce soir, nous allons décrypter des événements qui redessinent les cartes du pouvoir et touchent au cœur de notre souveraineté. L'opération choc des États-Unis au Venezuela. Nous analyserons comment la capture d'un chef d'État en exercice, en violation de toutes les règles établies, envoie un message glaçant à la région des Grands Lacs et redéfinit brutalement le jeu international. La contagion de l'insécurité. Nous démontrerons, faits à l'appui, que la violence n'est plus une fatalité confinée à l'Est. Elle gangrène désormais le pays, du Congo central au Haut-Katanga, défiant l'autorité de l'État sur son propre sol. La tragédie silencieuse de nos réfugiés. Nous briserons le silence sur le bilan humain catastrophique de la crise humanitaire au Burundi, où nos compatriotes meurent dans une indifférence assourdissante. Le sens du 4 janvier. En ce jour de commémoration, nous interrogerons la mémoire de nos martyrs de l'indépendance face aux défis actuels qui menacent cette souveraineté pour laquelle ils ont versé leur sang. De Caracas à Kinshasa, de la géopolitique la plus brutale à la sécurité de nos quartiers, ces événements ne sont pas déconnectés. Ce soir, nous allons tisser les liens entre eux pour comprendre le Congo d'aujourd'hui et anticiper celui de demain. L'intervention militaire américaine au Venezuela n'est pas un simple fait divers international. C'est un événement sismique dont les ondes de choc atteignent directement la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une démonstration de force qui change les règles du jeu et oblige chaque dirigeant de la région des Grands Lacs à une relecture urgente de ses alliances et de sa propre sécurité. Les faits bruts se sont déroulés les 2 et 3 janvier 2026. Au cours d'une opération baptisée Absolute Resolve, les forces spéciales américaines ont pénétré l'espace aérien de Caracas, capturé le président Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, et les ont exfiltrés du pays. Quelques heures plus tard, le président Donald Trump, depuis la Floride, a revendiqué l'action avec une franchise déconcertante, déclarant que les États-Unis allaient désormais diriger le pays jusqu'à une transition jugée appropriée. Il a également annoncé que les très grandes compagnies pétrolières américaines se rendraient sur place pour réparer les infrastructures et commencer à générer des revenus. C'est une affirmation d'hégémonie économique et politique sans précédent au XXIe siècle, menée de manière totalement unilatérale. Cette action a immédiatement fracturé la communauté internationale. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné une opération qui contrevient au droit international, estimant qu'aucune solution politique ne saurait être imposée de l'extérieur. Cette position tranche avec d'autres réactions plus mesurées, illustrant une fois de plus les divisions du monde face à la puissance américaine. Pour la RDC, cet événement est bien plus qu'une information. Comme l'analysent certains observateurs congolais, cette capture est une leçon brutale qui anéantit le mythe des dirigeants intouchables protégés par des alliances lointaines. Où étaient les S-400 russes pour protéger Maduro? Cette action américaine démontre que lorsqu'une superpuissance perd patience, aucun allié distant ne peut empêcher le marteau de tomber. Le message pour Paul Kagame, qui continue de défier Washington en maintenant son occupation de l'Est via le M23, est glacial et sans équivoque. Cette violation flagrante du droit des nations signifie-t-elle que la souveraineté n'est plus qu'une illusion pour les pays qui, comme le nôtre, possèdent des richesses stratégiques convoitées? Quelle garantie notre nation possède-t-elle face à de telles démonstrations de force impérialiste alors que nous luttons nous-mêmes pour affirmer notre autorité sur notre propre territoire? Mais ce message n'est pas seulement pour lui, mais pour tout futur dirigeant
qui peut mettre en mal les intérêts des nations fortes. Cela nous force à poser des questions fondamentales pour notre propre avenir. Quand la souveraineté d'une nation cesse-t-elle d'être un principe pour devenir une variable d'ajustement géopolitique? Qui décide de la légitimité d'un dirigeant en dehors de son propre peuple? Pour approfondir cette analyse cruciale, je vous invite à visionner notre émission spéciale d'Inside News Review intitulée « Du Venezuela à la RDC, qui dirigera réellement le Congo ». C'est un décryptage essentiel pour comprendre les menaces et les enjeux qui pèsent directement sur notre nation. Car si la souveraineté est défiée de l'extérieur, elle doit d'abord et avant tout être assurée de l'intérieur par la capacité de l'État à garantir la sécurité de ses propres citoyens sur son propre sol. Pendant que le monde observe la redéfinition des rapports de force internationaux, notre pays fait face à une menace intérieure qui se propage de manière alarmante. Il est désormais impératif de cesser de considérer l'insécurité comme un phénomène cantonné à l'Est. C'est une gangrène nationale qui ronge l'autorité de l'État et installe la peur dans le quotidien de millions de nos compatriotes. Le récit de cette contagion traverse le pays. Au Congo central, dans la cité de Kinzaoum-Vouété, les Kuluna sèment la terreur, attaquant habitations et commerces. Le commandant de la police locale, Sylvain Bakoulou, confirme une réalité troublante. Cette vague de violence coïncide avec la libération récente de plusieurs bandits par la justice, faute de plaignants. Plus au sud, dans le Haut-Katanga, la population de Kipushi a dû marcher pour crier sa colère. La manifestation du 2 janvier faisait suite à une recrudescence de la criminalité, culminant avec le meurtre du défenseur judiciaire, Maître Georges Fouamba, abattu de sang-froid. Dans le nord-est, à Isiro, dans le Haut-Uélé, la police a présenté 6 présumés criminels arrêtés dans le cadre des opérations Ndobo. Mais si les autorités saluent ces arrestations, la population, elle, reste sur ses gardes et dénonce un effectif policier insuffisant pour endiguer le fléau. Cette même fracture entre l'action de l'État et le ressenti des citoyens se retrouve dans le Maniema. La jeunesse de l'Obutu dénonce des atrocités répétées, dont le meurtre, ce samedi 3 janvier, d'un civil par un policier lors d'une altercation. Enfin, la colère populaire a atteint son paroxysme dans le Bas-Uélé. À Angwo, après des bavures policières ayant coûté la vie à 2 personnes lors du réveillon, des jeunes enragés ont incendié 38 maisons appartenant à des policiers, laissant les forces de l'ordre sans abri et la communauté sous le choc. Ces événements ne sont pas des faits divers isolés. Ils sont les symptômes d'un État dont l'autorité est défiée sur l'ensemble du territoire. L'impact concret est la peur qui s'installe et la perte de confiance envers une justice qui libère et une police qui parfois tue au lieu de protéger. Le gouvernement a-t-il une stratégie nationale cohérente pour endiguer cette contagion de la violence? Ou assistons-nous à l'effritement progressif du monopole de la violence légitime de l'État, laissant nos concitoyens livrés à eux-mêmes? Cette insécurité généralisée offre un contraste saisissant avec la situation toujours complexe, mais en mouvement, dans les provinces de l'Est. La situation dans l'Est de notre pays incarne un paradoxe douloureux. D'un côté, nos forces armées, les FARDC, enregistrent des victoires militaires notables qui redonnent espoir. De l'autre, une crise humanitaire d'une ampleur catastrophique se déroule dans un silence quasi total, fauchant les vies de ceux que nos soldats se battent pour protéger. Sur le front militaire, les succès sont réels. Au cours des 2 dernières semaines, ce sont 323 combattants RDF M23 qui se sont rendus massivement à nos forces loyalistes au nord et au sud Kivu, fuyant, selon leur dire, les tortures et les traitements dégradants. En territoire d'Uvira, nos FARDC ont repoussé avec force une offensive majeure du M23 AFC, reprenant le contrôle total de la localité stratégique de Katongo. En Ituri, l'armée a neutralisé plusieurs miliciens de la CRP, récupérant des armes de guerre et éliminant un chef rebelle autoproclamé. Ces victoires,
bien que crucial, ne doit cependant pas masquer les tensions qui persistent. À Butembo, des affrontements violents ont éclaté entre factions rivales de Wazalendo, montrant la complexité de la gestion de nos propres alliés sur le terrain. Mais le plus grand contraste avec ces succès militaires est la tragédie qui se joue au Burundi. Là-bas, plus de 65 000 de nos compatriotes ont trouvé refuge. Leurs conditions de vie sont qualifiées d'inhumaines par le réseau local de protection des civils. Le bilan est effroyable. 93 morts en une seule semaine, entre le 25 décembre et le 1er janvier. Des femmes, des enfants, des vieillards meurent de misère, de faim, de maladie, dans la passivité assourdissante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le risque d'une épidémie de choléra est imminent. Alors qu'un sommet militaire de la CIRGL se prépare en Zambie, beaucoup d'observateurs restent sceptiques quant à son efficacité. Dès lors, des questions fondamentales se posent. Nos victoires militaires ont-elles un sens si, dans le même temps, nos compatriotes meurent abandonnés dans des camps de réfugiés? Quelle est la stratégie de notre gouvernement pour que la réponse humanitaire soit enfin à la hauteur de l'effort de guerre consenti par notre nation? Ces enjeux de vie ou de mort nous ramènent inévitablement à ceux, tout aussi cruciaux, de la gouvernance quotidienne et de notre pacte social. Cette semaine, l'action de l'État a illustré un grand écart permanent entre les gestes symboliques, souvent médiatisés, et la réalité vécue par des millions de nos concitoyens. D'un côté, une opération louable du service national. Dirigé par le lieutenant-général Kasongo Kabwik, il a distribué 21 000 sacs de semoule de maïs aux étudiants de 6 institutions publiques de Kinshasa. Le commandant a rappelé la volonté du chef de l'État de voir les choses changer, promettant même la réhabilitation des cantines estudiantines pour que nos étudiants ne soient plus orphelins. De l'autre côté de ce tableau, la détresse silencieuse des fonctionnaires du Grand Équateur. Pendant que les étudiants recevaient cette aide, eux se pressaient devant les banques pour tenter de toucher des salaires impayés depuis des mois. Les fêtes de fin d'année se sont déroulées dans la privation, comme en témoigne cette question poignante d'un agent de Mandaka: comment fêter sans rien dans la marmite? Ce grand écart résonne de manière particulière en ce 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance. Dans son homélie à Kisantu, Monseigneur Kimbeni a appelé les Congolais à être prêts à donner leur vie pour une cause noble, à l'image de nos héros de 1959, rappelant le rôle historique des ressortissants du Congo central dans l'émergence et le développement de notre pays. Un rappel puissant du sens du sacrifice pour la nation. Cette juxtaposition de faits nous pousse à une interrogation. Comment l'État peut-il appeler au sacrifice suprême pour la nation alors qu'il peine à assurer sa mission la plus élémentaire, celle de rémunérer dignement ses propres agents? Ces aides ponctuelles, bien que nécessaires, suffisent-elles à reconstruire un contrat social profondément fracturé? Voici maintenant nos informations flash rassemblées par notre rédaction. Dans la province de l'Achopo, la gestion des finances publiques est à nouveau sous les feux des projecteurs. Une enquête de l'Assemblée provinciale a révélé qu'un montant de près de 50 000 $ américains provenant des taxes d'embarquement de l'aéroport de Bangboka est tout simplement introuvable dans les caisses de l'État. Cette découverte intervient alors que le bureau de l'Assemblée s'apprête à auditionner l'ancien gouverneur Paulin Lendongolia sur sa gestion, ajoutant une nouvelle couche de suspicion sur la manière dont les deniers publics sont administrés en province. Sur le front de nos ressources stratégiques, un appel majeur a été lancé pour l'exploitation du lithium. L'ONG Resource Matters demande au gouvernement de conditionner l'octroi de tout nouveau permis d'exploitation à la présentation d'un plan crédible de transformation locale. L'objectif est clair: cesser d'exporter de la matière brute et obliger les compagnies à transformer le spodumène en hydroxyde de lithium sur notre sol.
C'est une condition, selon l'ONG, pour que la valeur ajoutée de ce minerai crucial pour la transition énergétique profite enfin à l'économie congolaise et crée des emplois pour nos concitoyens. À Kinshasa, une note positive dans le secteur de la santé. Le Centre hospitalier universitaire du cinquantenaire a lancé 2 initiatives remarquables. D'abord, une campagne de propreté intitulée « J'aime mon hôpital » pour améliorer le cadre d'accueil des patients. Ensuite, et c'est une excellente nouvelle pour beaucoup, l'organisation d'une campagne d'arthroplastie du genou et de la hanche à moindre coût. Ces actions démontrent un engagement concret pour l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins dans la capitale. Nous voici au terme de cette édition dense qui nous a confrontés aux réalités complexes de notre monde et de notre nation. Avant de nous quitter, revenons sur les points cardinaux qui ont défini l'actualité de ce 4 janvier. Si nous devions retenir l'essentiel de cette soirée, ce serait en 4 points. Une géopolitique du choc, l'opération américaine au Venezuela, un avertissement brutal pour la souveraineté des nations et un message que la RDC ne peut ignorer. La fracture sécuritaire, la contagion de la violence au-delà de l'Est, un défi majeur pour l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce drame silencieux, l'agonie de nos réfugiés au Burundi, une faillite humanitaire qui nous interpelle tous et exige une action immédiate de nos dirigeants. Mémoire et devoir, l'appel du 4 janvier, une exhortation à la responsabilité citoyenne face aux défis d'aujourd'hui, qui donne tout son sens au sacrifice de nos aînés. Pour conclure, une pensée du jour nous vient de Patrice Emery Lumumba, qui a déclaré « L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. » Cette citation nous rappelle avec force que notre destin est entre nos mains. C'est à nous et à nous seuls d'écrire notre propre histoire, de défendre notre souveraineté et de construire la nation que nous méritons. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Et je vous le redis avec insistance, pour comprendre les implications profondes de l'opération au Venezuela pour notre région. Ne manquez pas notre analyse complète du Venezuela à la RDC, qui dirigera réellement le Congo, sur notre chaîne Inside News RDC. Abonnez-vous et partagez massivement nos journaux pour construire ensemble une information citoyenne, forte et indépendante. Merci de votre fidélité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Prenez soin de vous et restez vigilants. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain.